Bonjour, merci Léonie. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Prisca. Je serai très prochainement directrice régionale de la Mauricie. Alors, présentement, certaines me connaissent là, comme conseillère analyste, mais je voulais juste le dire, c'est dans quelques jours, c'est pas officiel. Avant de débuter le webinaire, je voulais vous glisser quelques mots sur Femmes et Sœurs. Certaines nous connaissent, d'autres non. Je veux surtout vous partager notre mission, en fait, qui est celle de contribuer directement là, à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises là, dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes, mais des 17 régions du Québec. Concrètement, on a une offre de financement pour des projets de démarrage, croissance, acquisition, relève, qui tout ça est conjugué à une offre d'accompagnement qui, elle, est généralement là, adaptée puis développée pour les besoins des entrepreneurs. Donc, ce matin, évidemment, c'est toute l'équipe de Femmes et Sœurs là, qui se joint à nous pour votre participation à ce webinaire. Je ne sais pas combien vous êtes de participants, là, mais vous êtes quand même nombreux. Alors, je vous remercie là, d'avoir procédé à votre inscription. Puis évidemment, ce webinaire-là, il est présenté en collaboration avec notre précieux partenaire qui est l'Ordre des CPA. Donc, justement, au cours de la dernière année, l'Ordre, on a eu plusieurs collaborations avec eux pour qu'ils puissent nous développer là, des beaux webinaires là, très pertinents. On en a un aujourd'hui, puis un le 15 février prochain. Mais aujourd'hui, notre webinaire, il porte sur la thématique d'investir dans son financement. Parce que le financement, c'est souvent un aspect incontournable dans votre projet d'affaires. Puis, c'est important de bien se préparer là, avant de rencontrer vos investisseurs. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Ce matin, on a la chance d'avoir avec nous M. Daniel Valois, CPA, pour vous présenter ce webinaire. Je me permets de dire quelques mots à son sujet. En fait, M. Valois est le fils d'entrepreneur, puis il a grandi au sein là, des commerces familiaux. Et puisqu'il a fortement été influencé là, par ses différentes expériences entrepreneuriales, il a joint l'équipe de Deloitte en 2011 afin de consacrer là, son temps au développement des petites et moyennes entreprises. Donc, durant cette période-là, il a dirigé peut-être une centaine d'interventions là, en financement, achat de vente d'entreprise, gestion financière, démarrage, redressement et stratégie. Alors, aujourd'hui, il est directeur investissement chez Desjardins Capital, puis il a la responsabilité là, des investissements stratégiques auprès des PME québécoises afin de les aider, là, évidemment, à se propulser. Juste avant de céder la parole à M. Valois, j'aimerais vous informer de quelques détails logistiques à l'association de la rencontre, excusez-moi. Donc, durant la présentation, tous les micros vont être en mode discrétion pour évidemment limiter les bruits ambiants puis améliorer notre qualité sonore pour le webinaire. Ça va être possible pour vous de poser vos questions dans le chat. Généralement, là, il est en bas à votre droite là, avec le curseur là-bas. Donc, il y a une bulle de discussion. N'hésitez pas à poser vos questions. Par contre, dans le souci de permettre à M. Valois de livrer tout son contenu, on va répondre aux questions à la toute fin du webinaire. Donc, le webinaire devrait durer 35-40 minutes, puis on devrait avoir une quinzaine de minutes pour les questions. Je dois aussi vous informer que pour ce présent webinaire, il est enregistré dans un objectif de rediffusion. Alors, si vous êtes mal à l'aise, peut-être juste fermez vos caméras. Puis à ce moment-là, on verra juste celles qui auront accepté là, d'être ouvertes, puis c'est bien correct, puis on verra notre conférencier aussi. Alors, on devrait respecter notre temps prévu là, jusqu'à 10 heures. À 10 heures, bien entendu, l'enregistrement va se terminer. Puis à ce moment-là, on pourra peut-être continuer un 30 minutes là, pour répondre aux dernières questions là, du webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Valois. Je vous souhaite un bon webinaire, puis on se revoit à la période de questions. Merci beaucoup, Prisca. Peut-être juste me confirmer que tout le monde m'entend bien, s'il vous plaît. Merveilleux. Bon matin à toutes. Un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter cette conférence-là. Je prends quelques instants pour vous saluer parce que mon image va se réduire et je vais laisser place à mon support pour la présentation. Mais ça a déjà été mentionné. Hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les inscrire même au fur et à mesure dans le chat pour être certain qu'on y revienne en fin de présentation. Ça va me faire plaisir. Alors voilà, sans plus tarder, je vais partager le contenu de la conférence. Voilà. Donc, peut-être, Prisca, si par un petit signe de tête, me confirmer qu'on voit bien la présentation. Merveilleux.
Alors voilà, présentation ce matin, investir dans son financement. Essentiellement, je fais juste faire une introduction qui est quand même intéressante. Cette présentation-là, ça fait au-dessus d'un an qu'on a parti le principe des 20 minutes CPA avec l'ordre. Et puis, bien sûr, tout ce contenu-là avait été créé avant la crise de la COVID. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on n'a pas tant changé le contenu parce que la plupart des éléments qui ont été présentés là-dedans, bien, on s'est rendu compte avec la crise qu'ils ont pu être même des catalyseurs de succès pour plusieurs entreprises qui ont adopté ces principes-là. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, je vais essayer de toujours garder une petite portion de la présentation pour vous expliquer quel impact ça peut avoir dans une situation comme celle qu'on vit avec la COVID et bien sûr avec notre fameuse économie du 21e siècle qui est volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Tout ça fait en sorte qu'on se doit d'avoir des bons principes de gestion pour s'assurer de s'adapter à toutes les situations. Alors aujourd'hui, investir dans son financement, on va le couvrir avec 3 éléments. Vous allez voir, on va parler de bien connaître ses objectifs d'affaires, bien s'assurer d'avoir une structure de financement qui vient couvrir nos liquidités d'entreprise. C'est important de garder, bien sûr, des méthodes pour les protéger, ces fameuses liquidités-là. Et ensuite, on va parler de principes d'équilibre de risque. Maintenant, je vous partage un petit peu le processus pour créer ce contenu-là. La question, puis c'est une question, je ne suis pas le seul consultant à me poser cette question-là. C'est ce qui fait en sorte qu'on se lève un petit peu plus tôt des fois puis qu'on se couche un petit peu plus tard. On se pose constamment cette question-là comme conseiller d'affaires. Mais pourquoi certaines entreprises réussissent là où d'autres échouent? C'est quand même non négligeable. Puis vous comprendrez, malheureusement, il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Si jamais vous avez cette réponse-là, n'hésitez surtout pas à m'appeler. On va partir en affaires ensemble, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas une seule réponse. Ça doit être analysé sous plusieurs angles. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, pourquoi certaines entreprises réussissent là où d'autres échouent, mais en gardant à l'esprit, si on le regarde strictement d'un point de vue financier. Donc, d'une part, ça a déjà été mentionné, j'ai passé l'essentiel de ma carrière en financement d'entreprise, à la fois représenter les entrepreneurs ou du côté de l'institution financière. On a pris tout ça, j'ai eu des discussions avec des collègues aussi qui ont autant, si ce n'est pas plus d'expérience que moi en financement. Puis la question qu'on s'est posée, c'est nos meilleures entreprises et nos meilleurs entrepreneurs, est-ce qu'ils ont des traits communs dans leur manière de financer leur entreprise qui était un élément clé de leur succès? Et puis, c'est vraiment avec cette idée-là en tête qu'on l'a construit. Maintenant, la réponse à cette question-là, c'est qu'on a découvert qu'ils ont une stratégie de financement. Essentiellement, là, puis vous voyez les fameux 3 points que je vous ai mentionnés au début, les objectifs, les liquidités et puis l'équilibre des risques. Il y en avait plusieurs points comme ça. Vous comprendrez qu'on a ciblé les 3 plus parlants ou les plus importants qu'on a. Mais lorsqu'on les combine, on se rend compte que ces 3 éléments-là, ça fait un tout, puis ça, ça se retrouve tout dans une stratégie. C'était vraiment un trait commun de nos entrepreneurs qui avaient du succès en financement et dans leur entreprise, bien sûr. C'est qu'il y avait vraiment cet aspect-là d'avant même aller chercher du financement, il y avait une stratégie pour être certain de respecter leurs besoins. Lorsqu'on a tout mis ça en commun, ces informations-là, on est arrivé avec la définition qui est écrite ici. Donc, ce qu'on voit, c'est une stratégie. C'est quoi? C'est une stratégie qui permet de déterminer de manière proactive les produits financiers qui favoriseront l'atteinte rapide et efficace des objectifs de l'entreprise, tout en respectant l'équilibre souhaité en matière de risque et de rendement. Je vais prendre quelques minutes ici pour mettre l'emphase sur certains mots-clés de cette fameuse description-là. Premièrement, on parle d'une stratégie qui permet de déterminer de manière proactive. La proactivité, c'est quelque chose qui est excessivement important. Si jamais il y a des fans des fameuses 7 habitudes des personnes hautement efficaces, vous savez que c'est un des 7 traits des personnes très performantes qu'on dit, ils sont proactifs au lieu de réactifs. Comment ça se traduit d'un point de vue financement? Mais comme je vous mentionnais précédemment, nos entrepreneurs, de leur côté, ils ne se présentent pas de manière réactive, c'est-à-dire, je dois acheter une machine, je me présente devant mon banquier, je dis au banquier, dis-moi comment financer cette machine-là. Donc, à ce moment-là, on devient réactif par rapport à l'offre qu'on va recevoir des institutions financières. Lorsqu'ils sont proactifs, c'est quoi? C'est qu'avant même de se présenter devant un banquier, ils ont déjà en tête c'est quoi le financement qu'ils veulent, c'est quoi les modalités, c'est quoi les éléments clés qui sont importants, pas juste pour l'élément qu'ils sont en train de financer, mais pour l'ensemble de leur entreprise et leur objectif d'affaires.
Autre élément de cette définition-là qui est intéressante, c'est les produits financiers qui favorisent l'atteinte rapide des objectifs d'affaires. On dit les produits financiers. Pourquoi? Bien parce que c'est important. Il n'y a aucun type de financement qui peut répondre à tous les objectifs d'affaires d'une entreprise. Que ce soit une marge de crédit, que ce soit un prêt à terme, que ce soit un prêt hypothécaire pour un immeuble, peu importe, il n'y a aucun de ces outils-là qui, à lui seul, a la prétention de répondre à tous les besoins d'affaires d'une entreprise. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit les produits financiers. C'est parce que nos entreprises les plus performantes et nos entrepreneurs les plus performants avaient tous cette caractéristique-là d'avoir un portefeuille de produits financiers pour financer l'entreprise. Et le mix de ce portefeuille-là vient couvrir les objectifs d'affaires et les risques de l'entreprise. Autre élément de la définition que je veux mentionner, bien, tout en respectant l'équilibre souhaité en matière de risque-rendement, je le mentionne parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. La notion de risque-rendement, là, à l'école secondaire, dans une leçon d'économie, on se fait parler de ce fameux équilibre-là de risque-rendement. Malheureusement, pour des raisons obscures, lorsqu'on commence à être en affaires, ben, on commence à avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Et puis, ben, on va y revenir parce que c'est vraiment encore là un trait spécifique qu'on avait de toutes nos entreprises les plus performantes, l'importance qu'ils accordaient à avoir un bon équilibre des risques dans leur financement. Allons-y avec la première caractéristique, les objectifs. Avoir ces objectifs en tête. La meilleure analogie qui me vient là-dedans, vous comprendrez, nos entreprises sont gérées par des êtres humains. Là, donc, naturellement, on voit des comportements humains dans la gestion de nos entreprises. Puis l'exemple qui, à mon avis, l'analogie que je peux faire qui parle le plus, c'est la situation que la plupart des gens ont déjà vécue, où est-ce qu'on achète une première maison. Je vous ramènerai un petit peu là, historiquement avant d'acheter cette première maison-là. On a tous le même réflexe. Où est-ce qu'on se dit, là, c'est vraiment important qu'on se fasse une stratégie avant. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? On n'achètera pas trop gros comme maison. On veut vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut comme famille? On ne veut pas être étouffé. On ne veut pas vivre juste pour payer notre hypothèque. On a des besoins autres que juste notre maison. On a une espèce de Pierre-Yves McSween dans notre tête qui nous parle constamment pour dire en as-tu vraiment besoin? Et on part avec un budget fixe et on dit ben, les maisons plus chères que ce qu'on a de besoin, on ne les regardera même pas. Comme ça, on ne sera pas déçus. Mais ça, toute cette belle philosophie-là tient la route jusqu'à temps qu'il y ait un rêve qui se présente dans nos recherches. Et puis là, ben, se trouve la maison de nos rêves, qui est définitivement pas ce qu'on avait fixé comme objectif au début. Parce qu'on avait dit, on a besoin de 2 chambres à coucher, peut-être 3, pas vraiment besoin de garage, on n'a pas besoin de vivre dans le luxe puis d'avoir 4 étages puis des pièces excédentaires. Maintenant, ben là, il se passe un phénomène qui est très particulier où est-ce qu'on a comme une vision focale, où est-ce que tous nos objectifs qu'on avait à l'extérieur, on les oublie. Et on se dit, ben, c'était quoi notre objectif actuellement? C'était d'acheter une maison. Ben, cette maison-là, elle ne répond pas à mes objectifs initiaux, mais dans les faits, elle a toutes les caractéristiques qu'on peut avoir besoin pour toute notre vie. Puis là, on tombe en se disant, ouais, mais pourquoi acheter une première maison? Là, celle-là, ben, si on décide d'avoir 3 enfants, il y a des chambres en masse. Si on décide d'avoir 4 véhicules, on a des garages en masse, on a plus grand terrain. Bref, on dirait que notre focus tombe vraiment sur le fait que notre objectif était d'acheter une maison. Et bien, par la suite, on s'est dit, bien, on en a une maison puis elle répond à tous nos besoins. Bien, l'élément qui est important là-dedans, c'est que souvent, on se dit, notre Pierre-Yves McSween revient un petit peu et il dit, en as-tu vraiment besoin? Puis on se dit, bien, on va se présenter devant l'institution financière puis on va lui demander si on a les moyens d'acheter cette fameuse maison-là. Là, on se présente devant l'institution financière, puis première chose qu'on se fait dire, bravo, vous avez votre prêt d'autoriser, vous êtes maintenant propriétaire de cette maison-là, puis je suis sûr que vous avez tous eu le réflexe, vous êtes tous posé la question à un moment donné, ça n'a comme pas de sens qu'on ait accès à autant de financement pour acheter une maison. Bien, la solution se trouve partiellement ici. Les objectifs à long terme dans cette histoire-là, là, avec cette vision focale-là sur la maison, vous les avez tous perdus de vue. Et puis maintenant, bien, je me mets dans la peau de l'institution financière. L'institution financière, lorsque vous l'avez rencontrée, pensez-y, est-ce qu'elle vous a posé des questions sur c'est quoi votre budget nécessaire pour vos études? C'est quoi vos habitudes, puis je mets le petit chapeau, c'est quoi vos habitudes de consommation, qui est le petit panier? Est-ce que vous avez des désirs de voyager à travers le monde? Il ne vous pose pas cette question-là. C'est quoi vos objectifs de retraite? À quel âge vous voulez prendre votre retraite? Cette question-là vous est rarement posée. Avez-vous d'autres projets? Vous vous mariez, quoi que ce soit? Et ces questions-là ne sont pas posées. L'institution financière, lorsqu'on se présente de manière réactive, la demande, c'est « finance-moi ma maison », puis il va trouver une manière de financer ma maison, puis à partir de ce moment-là, bien, tout est focusé là-dessus.
En contrepartie, ben là, on se ramasse souvent avec ce phénomène-là où est-ce qu'on dit on est esclave de notre financement, hein, parce que ben, là, on passe toute notre vie et on sacrifie tous nos autres objectifs pour réussir à payer cette fameuse maison-là. Maintenant, je reviens au milieu corporatif maintenant. La réalité pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Hein. Comme entreprise, vous avez peut-être des projets, je prends mon exemple de chapeau, de projets de recherche et développement. Probablement que vous voulez développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Peut-être que dans les faits, vous avez des désirs d'expansion. Je prends l'avion, des désirs d'expansion territoriale, aller à l'extérieur du Québec, aller à l'extérieur du Canada. Peut-être que vous avez aussi le désir de vous créer, je prends la petite tirelire, un fonds de réserve pour faire face aux coups durs. Hein. Dieu sait que la COVID a mis ça de l'avant, le fait que c'est important d'avoir des réserves substantielles de liquidité pour faire face à ces événements-là qui sont imprévus, mais qui sont de plus en plus fréquents dans l'économie du 21e siècle. Mais c'est exactement la même chose qui doit se passer. Donc, on doit garder constamment nos objectifs en tête et ne perdez surtout jamais de vue. Au même titre que lorsque vous achetez votre maison, vous n'êtes jamais en train de vraiment financer votre maison. Vous êtes en train de financer l'ensemble de votre vie. En fait. Et lorsque vous financez votre entreprise, vous êtes toujours en train de financer une entreprise. Vous n'êtes jamais en train de juste financer une machine, jamais en train de financer juste du fonds de roulement. Vous êtes toujours en train de financer l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est important de ne pas perdre de vue. Comment maintenant, vous me direz, bon, on fait pour ne pas perdre ça de vue? Mais c'est 4 petites étapes si simples. Hein? Mais maintenant, avant d'aller les lister une par une, vous allez voir en général qu'est-ce qui arrive. Le problème, c'est que les gens commencent immédiatement à l'étape 4. Je veux acheter une machine, je me présente, l'étape démarchage, c'est celle où est-ce qu'on se présente devant le marché des institutions financières pour demander du financement. Donc, j'ai ma machine et voici, financez-moi cette machine-là, qui que ce soit. Maintenant, ben là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on va avoir le meilleur financement pour notre machine, mais qui n'est peut-être pas le meilleur financement pour notre entreprise. 4 étapes simples à suivre. Premièrement, ayez toujours en tête vos stratégies et vos objectifs d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre entreprise? C'est quoi votre vision? C'est ça que vous êtes en train de financer dans les faits. Donc, assurez-vous d'avoir une compréhension approfondie de ces éléments-là. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'elle soit fixe, ça va être dynamique, la stratégie et les objectifs d'affaires. Mais avant même de vous présenter au marché, ayez une réflexion là-dessus. Deuxième élément, les fameuses projections financières. Projection financière, c'est quoi? C'est on met toute notre stratégie d'affaires et nos objectifs dans des projections qui vont venir nous dire, bien, pour les 2-3 prochaines années, de quoi devrait avoir l'air mes résultats, mon bilan, mon budget de caisse, si je mets en place cette stratégie-là. Et dans ces projections-là financières, bien sûr, vous allez intégrer tous les financements que vous avez actuellement. Troisième étape, c'est là que tombe l'élément vraiment intéressant. C'est de faire un montage financier préliminaire. Ne vous présentez pas au marché en demandant qu'est-ce qui est possible d'avoir comme financement. Présentez-vous avec votre projection financière. Faites des simulations pour savoir c'est quoi le financement qui vous convient. Je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir exactement ce que vous avez demandé, mais en contrepartie, ça va vous permettre de déterminer les éléments qui sont importants pour vous et vous allez les intégrer dans la manière que vous voulez financer l'ensemble de votre entreprise, pas juste l'élément que vous êtes en train de financer. Et la quatrième étape, c'est le fameux démarchage, comme je mentionnais. C'est une fois que vous avez fait l'étape 1, 2, 3, que vous êtes prêt à vous présenter au marché. Et encore là, pas de manière réactive recevoir les offres du marché, mais de manière proactive, démontrer ce qui est important pour vous et ce qui est important pour la survie et la stabilité de votre entreprise à long terme et la réalisation de vos objectifs. Alors voilà pour cette première portion-là. Je continue. Deuxième élément, les liquidités. On a réglé la portion des objectifs, donc nos objectifs d'affaires, pas juste les objectifs par rapport à un projet spécifique. Il ne faut jamais perdre de vue que le projet s'insère dans la réalisation de l'ensemble d'une entreprise. On les entend. Deuxième élément caractéristique qu'on a de nos entreprises les plus à succès, et là, vous comprendrez, là, quand je vous disais qu'on a créé ce contenu-là avant la crise, et bien, la crise nous a permis de voir certaines de ces 3 éléments-là, lesquels qui avaient le plus d'impact positif pour l'entreprise. Les liquidités et l'équilibre des risques, c'est là qu'on a vu des entreprises qui se sont clairement démarquées et qui ont clairement mieux passé au travers de la situation qu'on vit actuellement à cause de ces 2 principes-là. Les liquidités, vous allez voir, vous voyez en passant l'image de l'œuf en or, là, je fais juste une parenthèse parce que je trouve que cette analogie-là explique très bien comment on gère les entreprises, les liquidités dans une entreprise. Ceux qui connaissent l'espèce de petite histoire, là, légende qui disait que c'est un fermier qui se réveillait et puis qui, à sa grande surprise, il y avait une de ses oies qui avait pondu un œuf en or. Et convaincu que c'était un faux œuf, allait le jeter. Puis c'est un de ses enfants qui a dit « Papa,
peut-être que ce œuf-là, on devrait aller au marché voir tout d'un coup que c'est un vrai. Et à sa grande surprise, en se présentant au marché, le fermier découvre que c'est effectivement un vrai œuf en or massif. Donc, il vend cet œuf-là et c'est le plus beau jour de la vie de toute cette famille-là parce que grâce à l'argent de cet œuf-là, il était capable de régler la plupart de ses dettes et donner une qualité de vie qui était vraiment intéressante pour sa famille alors qu'il était dans la pauvreté précédemment. Où l'histoire se corse, bizarrement, c'est qu'à la deuxième journée, son oie pond également un deuxième œuf en or et à la troisième journée, il pond également un autre œuf, et etc., etc. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est la plus belle chose qu'il ne peut pas. Hein? Il y a des œufs à l'infini qui vont arriver à tous les jours. Mais non, la problématique, c'est que le fermier s'est mis à partir du fait qu'immanquablement, son oie lui donnerait un œuf en or à tous les jours et a augmenté son train de vie de manière démesurée. C'est même mis des dettes supplémentaires pour son désir de constamment avoir plus. Et bien, à force de tout avoir son style de vie, bien, il a oublié de nourrir son oie et éventuellement, bien, l'oie est morte. Il a perdu ses œufs en or. Il a oublié de prendre soin de son oie. Puis là, bien, il s'est ramassé encore plus pauvre que sa situation initiale. Un petit peu dramatique comme histoire, j'en conviens, là, mais ceci étant dit, pour une entreprise, c'est important de garder ce parallèle-là. Votre œuf en or, c'est quoi? C'est votre niveau d'accès à des liquidités, votre montant d'encaisse et votre marge de crédit. Il faut toujours s'assurer dans notre entreprise qu'on a accès à des œufs en or, qu'on a accès à des liquidités immédiates, qu'on appelle. Loi dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle les liquidités opérationnelles, c'est-à-dire votre capacité d'une entreprise de constamment générer des revenus supérieurs aux paiements que vous devez faire sur vos dettes. On va regarder ces deux éléments-là de manière distincte. Protection des liquidités immédiates, c'est vraiment une portion. Vous voyez un auto de course là, ici. Vous excuserez mon ignorance totale dans le domaine des voitures. L'histoire qui me vient par rapport à ça, c'est un fait vécu. À l'époque, je faisais beaucoup de dossiers de redressement. Et dans les dossiers de redressement, il y a une situation que tous les experts vivent, c'est-à-dire qu'on a un entrepreneur qui se présente à nous un petit peu en détresse, puis à juste titre, en nous disant « Je suis un incompris, tous mes partenaires financiers n'ont pas compris, j'ai une entreprise exceptionnelle, j'ai les meilleurs clients, les meilleurs fournisseurs, les meilleurs produits. Pourquoi tout le monde me considère comme si je n'étais pas une bonne entreprise? » Puis, cette situation-là, ce qui est triste, c'est que comme consultant, bien, ça serait facile de dire « Ouais, bien, écoute, si tout est si bon que ça, pourquoi tu es dans cette situation-là? » Maintenant, bien, avec l'expérience, ce qui est encore plus triste, c'est qu'on se rend compte que ce fameux entrepreneur-là type, qui se sent incompris, bien, il a raison sur un point, c'est qu'effectivement, souvent, il y a les meilleurs clients, il y a les meilleurs fournisseurs, il y a les meilleurs employés. Puis malgré tout ça, il se ramasse dans une situation qui est très difficile. Puis c'est dur hein, de réussir à passer au travers de cet élément-là pour être constructif. J'ai réussi à me sortir de cette situation-là lorsqu'il y a un entrepreneur qui m'expliquait exactement sa situation, puis me dit « Daniel, moi, mon entreprise, là, c'est une Ferrari de course. Pourquoi tout le monde me considère comme si j'étais une Lada rouillée? » Puis, j'ai réussi à me sortir de la situation en lui disant, ben, sais-tu quoi, la problématique, c'est que la Lada rouillée, si elle a du gaz dans le tank, elle peut continuer d'avancer. Tandis qu'une Ferrari, pas de gaz, ça avance pas. C'est la réalité. Et c'est la même chose pour toute entreprise. Une entreprise qui n'a pas accès à des liquidités, c'est l'équivalent d'une Ferrari, même d'une Formule 1, pas de gaz. Ça n'avance pas et c'est impossible d'avancer. C'est pour ça que c'est excessivement important, lorsque vous faites votre stratégie de financement, de vous assurer d'avoir des produits financiers assez diversifiés pour constamment protéger vos liquidités immédiates. Je vous donne quelques exemples ici, bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais un qui est moins connu, le fameux affacturage. Hein. L'affacturage, c'est quoi? C'est au lieu d'une marge de crédit qui va financer nos comptes à recevoir, bien, l'affacturage permet que plusieurs institutions financières l'offrent. Ils vont acheter votre compte à recevoir. Donc, si vous avez un compte à recevoir X, vous pouvez le vendre à l'institution financière. Ils vont immédiatement vous donner environ 85-90% de la somme à recevoir. Donc, vous avez immédiatement l'argent dans votre compte. Et la journée que vous recevez le paiement du client, bien, il y a des intérêts et des frais qui sont pris entre les deux et vous recevez la différence. Maintenant, je dois faire un point important par rapport à cet élément-là. Je pourrais me présenter à vous en vous disant l'affacturage, ça ne coûte pas vraiment plus cher que les marges de crédit. Puis, bon, ça, là, honnêtement, là, je suis un petit peu tanné de ce discours-là. On dirait que tout le monde essaie de justifier que la solution n'est pas plus chère. La réalité, là, l'affacturage coûte immanquablement plus cher qu'une marge de crédit. Mais en contrepartie, les avantages battent nettement les inconvénients.
Puis le parallèle que j'aimerais vous donner, c'est imaginez que je suis votre coach de vie. OK? Puis je vous dirais, ben moi, comme coach de vie, là, appelle-moi peu importe la question que tu veux faire, puis je vais te dire quoi faire. Puis vous m'appelez, excusez, mes écouteurs viennent de partir, vous m'appelez et puis vous me dites, ben je veux m'acheter une paire de souliers. Parfait, achète-la moins chère. Après ça, vous m'appelez en disant, je veux m'acheter un ordinateur. Je dis, ben parfait, pas de problème, le moins cher. Après ça, je veux m'acheter une voiture, ben la moins chère. C'est sûr, c'est la mieux. Puis ma maison, ben je vous dis encore une fois, ben la moins chère tout le temps. À un moment donné, vous allez dire, Daniel, c'est un petit peu débile là, ce que tu es en train de me dire. Ça n'a aucun bon sens que la solution la moins chère est toujours celle qui répond à mes besoins. Bien, la question que j'aurais à vous poser, c'est pourquoi, par exemple, dans le domaine financier, tout le monde est convaincu, par exemple, que la solution la moins chère est la meilleure? La logique est exactement la même. Hein? Si vous payez plus cher d'un point de vue financier, immanquablement, vous avez des avantages supplémentaires en échange. Donc, le facturage, c'est la même chose. Est-ce que ça coûte plus cher qu'une marge de crédit? Définitivement. Est-ce que les avantages battent les inconvénients? C'est sûr, parce que vous avez accès immédiatement aux liquidités. Donc, imaginez dans la situation de la COVID, là, ceux qui bénéficiaient de la facturage, à quel point ils ont un avantage significatif comparativement à d'autres entreprises. Maintenant, je passe rapidement les autres éléments. Hein. Donc, vous avez d'une part assurance sur marge de crédit, un produit qui est offert par des institutions comme Investissement Québec, à titre d'exemple, là, qui est un très bon exemple. Où est-ce que vous dites, ben, ma marge de crédit est autorisée à un montant X. Maintenant, je vais aller chercher une assurance supplémentaire qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir plus d'accès à la marge de crédit. Est-ce que ça coûte plus cher d'avoir une assurance que de ne pas en avoir? Définitivement. Maintenant, parler à tous ceux qui sont passés au travers de la crise et qui avaient payé cette assurance-là supplémentaire, je peux vous garantir qu'ils sont très heureux de l'avoir payé. Un autre élément intéressant pour protéger ses liquidités immédiates, un peu moins connu, c'est le fameux moratoire préautorisé. C'est quoi un moratoire? C'est lorsqu'on demande à une institution financière d'arrêter les remboursements en capital. On paye juste les intérêts sur notre prêt. On ne peut pas faire ça sur une période infinie, mais on peut demander, lorsqu'on se fait demander notre financement, de dire, est-ce que tu peux me préautoriser un 6 mois de moratoire, que juste sur appel, c'est dans la convention, et puis tu peux le déclencher, et à partir de là, pendant 6 mois de temps, je ne rembourserai plus le capital sur mes prêts. Vous comprendrez que l'argent qu'on ne rembourse pas sur le capital, c'est de les liquidités supplémentaires qu'on a en contrepartie dans notre compte. Donc, une belle manière de protéger ces liquidités immédiates. Encore là, dans le contexte de la crise qu'on a eue, vous comprendrez que c'est un outil très intéressant. Et l'autre élément, le dernier, ne pas utiliser 100% de sa capacité d'emprunt. Hein. Un des concepts qui est très connu à l'extérieur du Québec, et pour des raisons que je n'arrive pas encore à comprendre, est moins connu, on appelle ça en anglais, excusez l'anglicisme, un financial cushion. Où est-ce que la plupart des vice-présidents d'entreprise vont dire je dois m'assurer lorsque je fais mon financement que j'ai toujours un coussin de libre où est-ce que cette portion-là, je ne la finance pas immédiatement. J'ai accès si j'ai besoin à du financement supplémentaire, mais je n'utilise pas 100% de la capacité d'emprunt de mon entreprise. Pourquoi ça protège nos liquidités immédiates? Bien, face à une situation, on a toujours la possibilité d'aller chercher cet emprunt-là supplémentaire. Donc, ne pas perdre ça de vue. Ça fait le tour pour les liquidités immédiates. Maintenant, on tombe au contrôle des liquidités opérationnelles. Je vous rappelle, liquidité opérationnelle, hein, c'est la portion où est-ce que c'est notre poule, notre oie dans l'histoire de tantôt. Et ce que je mentionne ici, c'est que votre atout financier le plus important, c'est votre capacité de générer des liquidités au-delà de votre service de la dette. Hein? Donc, c'est vraiment excessivement important. Si je fais le parallèle avec la vie courante, hein, si on a une paye X et puis que l'essentiel de cette paye-là passe au paiement de notre maison, vous comprendrez que vous n'avez pratiquement pas de marge de manœuvre. Du point de vue corporatif, là, vous avez un fameux ratio qui dit couverture des charges fixes ou couverture du service de la dette que vous allez voir dans vos conventions de prêt. Bien, comprenez une chose, là, puis ça, c'est un petit peu triste. Hein? Il y a plein de gens là, qui vont se trouver excessivement performants en disant « Hey, j'ai réussi à négocier avec mon institution financière que mon ratio de couverture des charges fixes était de 1,05. » Ça peut donner l'impression qu'effectivement, là, vous avez une certaine marge de manœuvre, mais dans les faits, vous en avez bien peu. Hein? Parce que si votre entreprise a comme ratio financier de couverture des charges fixes ou de couverture du service de la dette 1,05, ça veut dire que vous avez 5% de marge de manœuvre dans votre entreprise avant de faire des pertes. C'est non négligeable. Donc, il faut aller au-delà de ces éléments-là et s'assurer d'avoir des bons outils financiers pour protéger votre service, votre capacité de générer des fonds supplémentaires à votre dette. Quelques exemples. Premier, le partenaire actionnaire. Hein. La possibilité d'avoir un partenaire actionnaire, c'est non négligeable. Hein. C'est d'avoir un partenariat où est-ce qu'on est en équité dans un dossier. Donc, on demande à une institution financière, comme Famessard, soit dit en passant, qui a accès à des fonds comme ça, de dire,
bien, est-ce qu'à certaines hauteurs, tu vas être actionnaire avec moi? L'avantage de l'actionnariat, bien, savez-vous quoi? C'est qu'il n'y a pas d'intérêt qui est chargé à tous les mois, puis il n'y a pas de remboursement en capital. Hein? C'est du capital action. Donc, au lieu de mettre une dette supplémentaire, on cède une portion de notre capital action à une autre institution financière. Et bien, ultimement, dans 5 ans, dans 7 ans, la durée que le partenariat convient à tout le monde, bien, on va se faire racheter. Encore là, une fois de plus, vous allez sûrement vous faire donner la réponse, oui, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est vrai, hein? À titre d'actionnaire, vous avez le droit de demander un rendement nettement supérieur à ce qu'une institution financière vous demanderait pour un prêt. Bien, au même titre, si vous demandez un partenaire actionnaire qui est une institution financière qui pourrait être Desjardins Capital, FSTQ, CSN, comme je vous dis, femmes et sœurs de souvenirs ont accès à certains fonds aussi qui peuvent faire des prêts un petit peu plus flexibles comme ça ou des partenariats comme ça. Bien, dans les faits, il y a des avantages à le faire, mais ça coûte plus cher, immanquablement. Ceci étant dit, les avantages sont nettement supérieurs aux inconvénients. Je reviens à ma situation actuelle. Quand on fait face à une crise significative où est-ce que nos revenus diminuent de manière drastique, si on a toujours des paiements qui doivent continuer à passer à tous les mois, ça crée un certain stress. Puis je comprends que certains ont dit « Oui, mais on est tombé en moratoire au début de la crise pour la plupart des entreprises. » Mais ce n'est pas indéfini. On ne peut pas être en moratoire pendant 24 mois là, pour une institution financière. Bien, si vous avez un partenaire actionnaire, qu'est-ce qui va arriver? Bien, absolument rien. Lui, il est dans le même bateau que vous et sa seule façon de récupérer son investissement, c'est que votre entreprise survive. Donc, il y a un alignement entre vos objectifs et ceux de votre partenaire actionnaire, ce qui fait en sorte que si ça va vraiment mal, bien, peut-être même qu'il va être prêt à réinjecter des fonds ou vous supporter de manière supplémentaire à ce niveau-là. Donc, très bon outil pour protéger les liquidités opérationnelles. Capital de croissance et de développement, c'est encore là, je reviens sur les partenaires FSTQ, CSN, Desjardins Capital, des très bons partenaires qui peuvent intervenir. Femmes et sœurs aussi, dans certains prêts, peuvent avoir une structure qui s'approche du capital de croissance et de développement. C'est quoi? Bien, c'est un prêt qui va avoir une tarification en fonction du risque, mais qui va offrir une flexibilité qu'on ne pouvait pas voir dans une institution financière traditionnelle. Autre élément, refinancement des actifs à long terme. Un point que je veux vous mentionner là-dessus, liquidité opérationnelle. Je vous donne un exemple. Si vous voulez acheter une machine, normalement, une pièce d'équipement va être financée sur un amortissement de 5 à 7 ans, grosso modo. Mais ceci étant dit, si vous êtes également propriétaire du bâtiment dans lequel est votre entreprise et que ça fait 10 ans que vous l'avez et que vous avez toujours payé votre dette, bien, la dette que vous avez payée, vous avez toujours la possibilité d'aller la refinancer. Donc, au lieu d'avoir une période d'amortissement sur 5 ans avec un prêt équipement, vous pourriez refinancer votre immeuble, avoir des meilleures conditions au niveau des intérêts et une période d'amortissement beaucoup plus longue. Si vous payez le prêt sur une plus longue période avec un taux d'intérêt plus faible, vous comprendrez que vos liquidités opérationnelles, votre capacité de générer des revenus supérieurs à votre service de la dette est définitivement avantagée à ce niveau-là. Et dernier élément, bien, financement par fonds générés. C'est une possibilité. Hein. On entend malheureusement souvent ça en financement. Hein. Paye pas ça à même tes liquidités, on va le financer. Il faut être prudent là-dessus. Ça demande une plus grande réflexion. Ceci étant dit, vous avez le droit d'acheter certains équipements à même vos liquidités. Et puis, à partir de là, bien, ce qui va arriver, vous avez une dette de moins. Oui, c'est vrai que ça peut représenter quand même le coût de financement de certains actifs est très, très faible. Mais voyez le côté adaptabilité si vous financez avec vos fonds. Vous avez une dette de moins. Bien, votre entreprise va être beaucoup plus résiliente, c'est-à-dire qu'elle va être capable de faire face à des fluctuations de revenus et de dépenses larges sans être affectée de manière assez significative pour compromettre sa capacité de continuité d'exploitation. Alors, ça fait le tour pour cet élément-là, liquidité opérationnelle. Maintenant, on arrive à l'équilibre des risques. On a vu, je fais un petit retour en arrière. On a vu, premier élément essentiel, avoir vos objectifs en tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, ne perdez jamais de vue que vous financez une entreprise, vous ne financez jamais une pièce d'équipement. Donc, ça, ayez vos objectifs en tête. Deuxième élément, on a dit, bien, pour faire face à une crise, c'est excessivement important d'avoir des outils qui vous donnent accès à des liquidités de manière significative et qui vous permettent de créer une marge de manœuvre, donc des liquidités à tous les mois qui vont être supérieures à votre service de la dette. Maintenant, l'équilibre des risques, j'y reviens parce que ça, c'est fascinant pour moi. C'est un concept de base de la finance. Je suis sûr qu'il n'y a personne que je parle d'équilibre des risques et la notion de risque-rendement qui entend ça pour la première fois sur la conférence. C'est des notions vraiment connues. Maintenant, en contrepartie, pour des raisons obscures, on n'adopte pas ces principes-là dans la gestion de nos entreprises pour des raisons essentiellement de coût. Et voici ce que j'aimerais vous présenter en ce sens-là.
Vous voyez la source en bas de la présentation, hein? Ça vient du programme de qualification CF qui était pour Corporate Finance. L'Ordre des CPA Canada donnait cette formation-là à l'époque, à Toronto. Et c'était essentiellement, on était un groupe de présidents d'entreprise, vice-présidents finances d'entreprise, entrepreneurs, on avait des startups, on avait des grandes entreprises, puis bon, on avait une discussion avec des experts pour dire, ben, c'est quoi les meilleures pratiques et les moins bonnes pratiques qu'on a dans nos entreprises. Et puis, un fait intéressant qu'on a eu, on a un vice-président finance qui a dit, ben moi, dans mon entreprise, à toutes les fois que j'engage un analyste qui est fraîchement sorti de l'université, je lui donne toujours un premier projet de financement. Et je lui demande, ben, fais-moi tout le nécessaire pour aller financer ce projet-là spécifique et viens me faire ta présentation. Puis, ben, si tu as quelque chose d'intéressant, on va aller de l'avant. Et il expliquait qu'immanquablement, lorsque ces jeunes analystes-là se présentaient à lui, il venait toujours lui présenter le dossier en disant « Boss, j'ai trouvé la solution, le taux d'intérêt va être excessivement faible. C'est la meilleure solution pour le financer. » Et lui attendait la fin de la présentation, puis il posait toujours une question. Il disait « Parfait, mais dans toute ton analyse, comment tu as considéré l'équilibre des risques pour notre entreprise? Est-ce que ton prêt vient augmenter le risque pour les actionnaires et pour l'entreprise? Est-ce qu'il vient le diminuer? Et est-ce que tu t'es assuré que ce que tu m'offres comme financement du projet ne vient pas compromettre l'équilibre des risques et des risques de l'entreprise? Bien, là, immanquablement, personne n'avait une réponse à ça. Personne n'avait considéré cet élément-là. Et lui, ce qu'il donnait à la fin de cette présentation-là, c'était le petit tableau que vous voyez là. Où est-ce qu'il disait, bien, à partir de maintenant, tu ne dois jamais perdre de vue cet élément-là. Et voyez-vous, c'est un tableau si simple, mais qui parle beaucoup. D'une part, à gauche, vous avez le risque pour l'entreprise. Au milieu, vous avez le type de produit de financement. Et vous avez à droite le risque, mais pour le prêteur. Donc, si vous prenez le haut de la pyramide, ce qu'on appelle la dette, le crédit bail, c'est ce qu'on va voir dans les institutions financières traditionnelles, qu'on appelle souvent du prêt garanti. Mais le prêt garanti, regardez le risque pour l'entreprise, bien, il est très élevé et le risque pour le prêteur de l'autre côté, il est très faible. Pourquoi, vous me direz, bien, pourquoi vous croyez que le taux d'intérêt est si faible que ça? Bien, c'est parce que le risque pour l'institution financière, il est pratiquement nul. La quantité de garanties et les modalités qu'il exige pour le remboursement de ce prêt-là font en sorte que bien, son risque il est très, très faible. Donc, il ne vous charge pas un taux d'intérêt aussi faible que ça là, parce qu'il vous aime puis parce que c'est le meilleur vendeur qui a réussi à convaincre tout le monde dans son organisation que vous étiez mieux quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est un risque qui est excessivement faible. En contrepartie, pour l'entreprise, c'est quoi? Le risque, il est à son plus élevé. Pourquoi? Parce que vous mettez à risque des actifs de l'entreprise qui sont essentiels pour générer des revenus et vous mettez un fardeau financier supplémentaire à votre entreprise parce qu'elle doit supporter des paiements à tous les mois pour rembourser ce type de prêt-là. Maintenant, juste pour faire l'exemple, je vais aller à l'opposé de la pyramide. Le fameux capital action, le partenaire actionnaire que je vous mentionnais, ou le capital de risque et de développement. Voyez-vous, bien, ça, ces prêts-là, souvent, hein, on a beaucoup de gens qui n'iront pas vers là parce qu'ils disent que ça n'a pas de bon sens de payer du 10 de rendement actuellement dans le marché quand on peut avoir du prêt auprès de l'institution financière à 2 Je vous rappelle, hein, si vous payez du 10 d'intérêt, croyez-moi sur parole, il y a des avantages supplémentaires. Il n'y a pas juste des inconvénients. Maintenant, bien, regardez ce qui se passe. Le tableau l'explique très bien. Si on a un partenaire actionnaire, bien, c'est quoi le risque pour le prêteur? Il est excessivement élevé. Hein. Il n'y en a pas de garantie, il n'y en a pas de caution et sa seule survie de l'entreprise, c'est de miser sur vous et de s'assurer que l'entreprise continue d'opérer avec vous dans l'entreprise. Le risque en contrepartie pour l'entreprise, bien, il est très faible. Pourquoi? Bien, justement, vous n'avez pas donné de garantie, vous n'avez pas de service de la dette souvent à supporter, donc vous avez une entreprise qui est beaucoup plus résiliente et flexible. Maintenant, le point que j'aimerais vous mentionner par rapport à ça, c'est que, bien, ultimement, je ne suis pas en train de vous dire hein, qu'il y a une solution des deux qui est mieux. Hein, à vrai dire, est-ce que c'est mieux de juste se financer en capital action et pas de dette? C'est pas plus brillant que de se financer juste en dette et pas de capital action. Et je m'explique, tout est une question d'équilibre. Hein. Si vous partez en entreprise et vous dites, moi, j'ai aucune dette dans mon entreprise, bien, votre rendement sur l'argent que vous investissez va être très, très faible. Et là, bien que vous ayez beaucoup d'avantages d'avoir très peu de risques, bien, l'inconvénient va être que vous avez une entreprise et un capital qui est très, très peu rentable. Donc, ce n'est pas mieux de ce côté-là. En contrepartie, si vous êtes constamment financé strictement avec du prêt traditionnel, comprenez que le risque pour vous comme actionnaire, pour votre entreprise, est excessivement élevé.
il n'y a aucun des produits actuellement dans le marché qui est mieux qu'un autre. La seule erreur, c'est de ne pas être diversifié en frais de type de produit. Et ça, je vais vous ouvrir la notion. Hein. Souvent, les gens disent qu'il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Puis malheureusement, puis à une certaine époque, je crois que c'était vrai. Hein. On disait on veut avoir du financement dans plusieurs institutions financières. C'est plus tant vrai, ça, soit dit en passant aujourd'hui, parce qu'on a tout ce qu'on appelle les clauses de défaut croisées. Où est-ce qu'on dit si un est en défaut, tout le monde est en défaut. Fait que vous n'avez même pas à avoir tous vos œufs dans des paniers différents. Là. Vous êtes dans le trouble autant que si vous n'aviez rien qu'un. Ce qui est vrai, par exemple, dans la diversification des produits de financement, c'est que vous devez avoir des produits différents. D'une part, vous devez avoir de la dette traditionnelle. D'une autre part, vous devriez avoir aussi un partenaire en capital potentiellement, ou vous devriez avoir accès à certains prêts qui s'apparentent plus à du capital de croissance et de développement. C'est ce qui va supporter votre croissance à l'avenir. Donc, encore là, équilibre des risques, le fameux principe de risque-rendement. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que ne vous faites pas berner par quiconque vous dit ah, ben, le taux d'intérêt est très élevé, il n'y a pas de raison de payer ça aujourd'hui. Posez-vous plutôt la question, est-ce que le taux supplémentaire que je paye, c'est quoi les avantages que j'ai? Et ça, gênez-vous pas pour poser cette question-là à l'institution financière. Si tu me charges plus cher que les autres, justifie-moi que tu as des avantages supplémentaires aux autres. Puis à partir de là, bien, prenez votre décision sur la base de la qualité des produits qui vous sont offerts et pas juste votre coût. Puis ça ne devrait pas être si compliqué à faire, hein, parce que comme consommateur dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on fait. On juge en fonction de la qualité, pas strictement du coût. Alors voilà. Je continue. En conclusion, bien, je veux revenir sur les fameux 3 éléments. On les combine. La question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est 3 éléments. Est-ce que actuellement mon financement de mon entreprise a été déterminé en fonction de tous mes objectifs d'entreprise? Deuxième question à vous poser, est-ce que j'ai à l'intérieur du financement de mon entreprise des produits financiers suffisamment diversifiés pour protéger en tout temps mes liquidités opérationnelles et mes liquidités immédiates? Troisième question, est-ce que le financement de mon entreprise a été construit en fonction de maintenir un équilibre des risques en fonction d'avoir du prêt traditionnel et du financement, plus de croissance, de développement ou du capital action? Maintenant, tant mieux si vous répondez à ces 3 questions-là par l'affirmative et que vous dites, ben moi, merveilleux, j'ai déjà tout ça. Puis fort est à parier que vous êtes beaucoup plus heureux aujourd'hui parce que vous êtes passé au travers de la dernière année d'une manière beaucoup plus saine que bien d'autres entreprises. En contrepartie, si vous avez répondu non, bien, ce qui est triste, c'est que ça peut faire face à une situation. La différence entre répondre oui ou répondre non, c'est la différence entre travailler pour son financement ou avoir un financement qui travaille pour nous. Puis ça, bien, c'est ce que je souhaite qu'on ait toutes nos entreprises et j'espère que la présentation que je vous fais vous permet de vous éveiller sur les principes à mettre en place pour réaliser ça. Ce que je voudrais vous mentionner, bien sûr, hein, vous savez, c'est une présentation qui est faite par les 20 minutes CPA. CPA, bien, ce que je veux mentionner, généralement, on a, puis il n'y a pas de mal à ça, traditionnellement, on accordait beaucoup d'importance au CPA lorsque venait le temps de faire nos états financiers de fin d'année et nos déclarations d'impôts. Et puis, c'est vrai, il y a encore une grande portion de la pratique des CPA qui est liée là-dessus. Mais maintenant, il y a d'autres choses au niveau des CPA. Hein. On peut vous aider. Vous avez vu, moi, je suis un exemple à ce niveau-là. Les états financiers des déclarations d'impôts, j'en ai pas fait beaucoup, en toute honnêteté, dans ma vie. J'ai toujours été du côté conseil auprès des entreprises. Et je suis CPA, et c'est ça mon rôle comme CPA. On peut être guide, on peut faire de l'accompagnement, on peut aider vos entreprises à être accélérées, les redresser, vous donner du conseil. Bref, assurez-vous d'avoir un CPA qui est capable d'être plus qu'une personne qui fait que vos déclarations d'impôts ou vos états financiers. Et ça se pose comme question. Si vous voulez un conseiller d'affaires, posez des questions à votre CPA pour dire, bien, démontre-moi que tu es capable de m'aider dans mon entreprise, dans ma gestion, et pas juste me faire une présentation de fin d'année où est-ce que tu me dis la différence entre mes résultats de 2020 et de 2021. Alors que dans les faits, normalement, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Vous avez été dans cette entreprise-là pendant toute l'année. Alors voilà, ça fait le tour de mon côté. Ça conclut la présentation, Investir dans son financement. Merci, merci de votre attention. J'ai cru voir qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées en cours de route. Alors voilà, la parole est à vous. Je vous écoute. Oui, Daniel. Écoutez, on a reçu quelques questions. Dans un premier temps, on a une question qui est plus en lien avec la section des liquidités. Oui. Il y a Isabelle qui nous demande c'est quoi un moratoire, puis êtes-vous capable de donner un exemple? Oui, un moratoire, bien, je vais répéter un petit peu ce que j'ai mentionné, mais merci de me demander la précision. Un moratoire, c'est essentiellement lorsqu'on a un prêt. Je vais revenir toujours avec un exemple de la vie de tous les jours. Vous allez voir, ça s'applique à la vie des entreprises.
Moi, si j'ai un prêt sur ma maison, une hypothèque, ben, le moratoire serait de dire j'ai des paiements qui sont fixes, qui passent à tous les mois. C'est comme si j'appelais mon institution financière puis je disais à partir de maintenant, je ne rembourse plus de capital, je rembourse juste les intérêts. Donc, ce que ça vient faire, c'est que toute la portion capital, je vous donne des chiffres comme ça, c'est, mettons, j'ai un paiement de 1 000 bien, peut-être que j'ai un 650 qui vient pour rembourser la dette et la différence qui est pour payer des intérêts. Bien, à partir de maintenant, on dit je paye juste le 350 d'intérêt et je ne rembourse plus de dette. Bien, le 650 que je remboursais de capital, bien, si j'ai pu à le payer, je l'ai de plus dans mon compte à partir de maintenant. Donc, c'est une méthode de venir protéger les liquidités de l'entreprise. J'espère que ça répond bien à la question. Oui, très bien. Oui. Mais dans le fond, tu l'as toujours à payer, là. Oui, tout à fait. Il ne disparaît pas. Mais vous allez le reporter dans le futur. Effectivement. Super. On a une autre question, toujours d'Isabelle, dans la section des liquidités. Puis ça, on se la fait souvent poser. Qui peut nous aider dans nos réflexions? Oui, c'est une très, très, très bonne question. Puis je vous dirais honnêtement, c'est sûr que je vais vous dire votre CPA. Je vais vous dire votre CPA honnêtement, puis je le crois, il n'y a aucun marketing dans ce que je vous dis. Là. Je ne suis pas payé pour l'ordre pour vous dire que les CPA sont les meilleures personnes. Dans les faits, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent vous aider là-dedans. Mais la première piste de réflexion que je vous donnais, c'est de parler à votre CPA. Mais ne posez pas tout de suite les questions à votre CPA en disant qu'est-ce que je fais avec mes liquidités? Ça se peut qu'il vous donne une réponse. Maintenant, la vraie question à poser à votre CPA est qu'est-ce que tu as comme expérience pour venir m'aider dans mes liquidités? Ça se fait de poser à votre professionnel. Peux-tu me parler de ton expérience en gestion des liquidités d'une entreprise? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider dans cette réflexion-là? Et n'ayez pas peur de le challenger. Ça se fait de challenger votre professionnel pour dire bon, ben, dis-moi là, qu'est-ce que je dois mettre en place à ce niveau-là pour m'aider. Si ça se peut qu'il n'y ait pas l'expérience ou la pratique pour vous aider là-dedans, dans ce cas-là, ben, vous pouvez vous virer vers plein d'autres personnes. Un élément que j'aimerais aussi emmener comme réflexion et qui n'est pas assez présent dans nos entreprises et qui est tellement une solution efficace et intéressante, c'est le fameux comité consultatif. Bien sûr, je pourrais vous en parler pendant 3 heures de comité consultatif, mais c'est quoi un comité consultatif? Ce n'est pas un conseil d'administration. C'est tout simplement un petit groupe de personnes externes, généralement à l'entreprise, qui viennent combler certaines lacunes qu'on a dans notre gestion, qui nous permettent de moins nous sentir seuls dans notre gestion tous les jours. Moi, je suis membre de comité consultatif depuis plusieurs années et c'est quelque chose que j'ai implanté dans les entreprises et ça peut être une bonne manière. Si vous voulez avoir de l'aide là-dessus, bien, trouver quelqu'un qui pourrait être membre de votre comité consultatif, c'est une très, très bonne alternative. Super. On a une autre question de Geneviève. Elle nous dit, pour l'équilibre des risques, on souhaite que nos liquidités puissent couvrir les obligations, bien entendu. Mais idéalement, nous devrions avoir des liquidités pour couvrir combien de mois d'obligations? Très bonne question. Là, je vais donner la réponse la plus, l'outil numéro 1 de tout consultant. C'est la fameuse réponse « ça dépend ». Mais la réalité, pour vrai, blague à part, c'est vrai que ça dépend, mais parce qu'il y a plein de types d'entreprises. On s'entend, si on est dans une entreprise qui est technologique, ça va être très différent d'une entreprise qui serait dans le domaine immobilier. Puis la question à se poser, il n'y a pas tant de durée qui est standard pour tout le monde. Mais la question à se poser, c'est surtout de se dire à quel point mon industrie et mon entreprise est susceptible d'être stable ou instable. Posez-vous juste la question sur vos revenus. Si vous êtes dans le domaine immobilier, je vais donner un meilleur exemple, si vous êtes dans le domaine de l'immobilier résidentiel locatif actuellement, bien, vous avez pu voir à travers la crise que, somme toute, vos revenus n'ont pas tant été affectés outre mesure. Peut-être un petit peu plus de mauvaises créances, mais pas tant. Dans les faits, si vous êtes dans un milieu qui est très, très stable et qui est très facilement prévisible, bien là, votre marge de sécurité peut se permettre d'être plus faible. En contrepartie, ce que je voudrais ramener, c'est que l'économie du 21e siècle, je l'ai dit, la volatilité, incertitude, complexe, ambiguë, c'est pas mal les 4 caractéristiques de tout le monde actuellement. Même des gens qui se pensaient à l'abri de tout ont été frappés de plein fouet avec la crise qu'on a eue. Donc, je vous dirais, normalement, si on veut se garder une marge de manœuvre, j'irais plus avec le fameux ratio de couverture des charges fixes ou de couverture du service de la dette. Et ne vous laissez pas avoir par ceux qui se vantent d'avoir 1,05. Comme je dis, 5 % de marge de manœuvre, ce n'est pas suffisant.
Moi, le chiffre magique que j'ai en tête, à partir de 1,2, on commence à être confortable, honnêtement. On commence à dire qu'on est dans une situation où est-ce que 20 de marge de manœuvre, ça fait un monde de différence, honnêtement. Merci, Daniel. On a une autre question de Jane qui demande à quel moment de la création d'une entreprise est-il conseillé de rencontrer un CPA? Au tout début, le plus tôt possible, à vrai dire. Puis même, je vous dirais, soyez proactif aussi à ce moment-là dans la recherche de votre CPA. Posez-vous d'abord et avant tout la question, qu'est-ce que j'ai de besoin? Et vous pouvez vous poser la question, quelles sont mes faiblesses? Ça se fait, on a tous des faiblesses. C'est quoi les éléments pour vous là, qui est important dans la sélection de votre CPA? Et passez-les en entrevue, vos CPA. Hein? Puis c'est ça qui est le plus important, de dire, moi, je suis une entreprise en démarrage. Moi, ma spécialité, c'est de faire du savon. Moi, ma spécialité, c'est le transport. Moi, ma spécialité, puis probablement que vous avez tous une spécialité beaucoup plus grande que le CPA dans la gestion de votre proposition de valeur. Mais vous avez peut-être une lacune au point de vue de la gestion financière, au niveau de la fiscalité. Plus tôt vous allez trouver votre bon CPA, votre bon fit, plus rapidement, parce qu'une entreprise, ne perdez jamais de vue que c'est le principe de la boule de neige. Hein. Ça commence tout petit, là, mais ce que vous faites comme première petite boule de neige, là, elle va avoir un impact au fur et à mesure que vous grandissez. Puis dans 10 ans, bien, vous allez encore savoir exactement les décisions que vous auriez voulu prendre différemment lorsque vous aviez une toute petite entreprise. C'est pour ça que c'est important de contacter le CPA le plus tôt possible dans le processus, mais assurez-vous d'avoir la bonne personne pour vous. Merci, Daniel. On a Neige qui dit que c'est une question toute simple, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Combien coûte approximativement un CPA pour une petite entreprise par année? Mon Dieu, bien là, c'est tout dépendamment des services, honnêtement. Ça, j'aimerais vraiment vous répondre, mais parce que, en toute honnêteté, je serais bien malhonnête de vous répondre que vous devez vous attendre en moyenne à quelque chose parce que la réalité, je vous l'ai dit, la loi des marchés est exactement la même pour le service professionnel. Si vous payez plus, normalement, vous devriez avoir plus aussi. Donc, il y a des entreprises en démarrage qui vont avoir des frais professionnels qui vont être très élevés. Dans le domaine des technologies, lorsqu'on a quelqu'un qui est très spécialisé là-dedans, ça peut être très élevé. Maintenant, bien, quand on a une entreprise qui est assez standard, ça peut être plus faible. Malheureusement, c'est impossible pour moi de vous dire qu'est-ce qui devrait être un frais moyen. Mais une chose que je peux vous garantir, encore là, ça se magasine. Hein, mais le plus important, le meilleur CPA n'est pas le moins cher. Ça se peut que ce soit le moins cher qui réponde à vos besoins. J'en doute, ceci étant dit. Donc, voilà. On a Stéphanie qui a une question là, très pertinente. Est-ce possible d'aller chercher du financement ou un partenaire actionnaire quand nous sommes endettés? Bien, oui. Maintenant, on ne se cachera pas que la proactivité embarque beaucoup ici. Hein. C'est là où est-ce que c'est important de prendre ces décisions-là. La citation qui me vient en premier, hein, c'est un parapluie, il faut l'acheter quand il fait beau, pas quand il mouille. C'est ça le truc. Un partenaire actionnaire, il faut aller le chercher quand l'entreprise est à son meilleur, pas quand elle va pas bien. Une entreprise endettée, mais qui est très, très performante, n'aura aucun problème à aller chercher un partenaire actionnaire. En soit dit en passant, il y a même des possibilités de rembourser, de transférer de la dette en capital action. Là, les gens sont très créatifs à ce niveau-là. Donc, c'est possible. Maintenant, le point que vous ne pouvez pas faire, puis je vous le dis, là, ça, c'est la meilleure façon de vous tirer dans le pied, c'est d'attendre quand ça va mal pour commencer à aller lui demander de l'aide. Parce que il n'y a rien qui fait plus plaisir, soit dit en passant, à un fonds partenaire de vous supporter quand ça va mal. S'ils ont été là quand ça allait bien avant. Mais si vous allez cogner à leur porte quand ça va mal, là, ce n'est pas le bon temps. Ceci étant dit, si votre niveau de dette est élevé, mais que vous avez une entreprise qui est très grande croissance, des bonnes métriques financières, vous allez être capable d'aller chercher un partenaire d'investissement. Excellent. Il y a Julie qui revient sur la notion du membre comité consultatif. Est-ce qu'on doit les rémunérer, donner un incitatif? C'est quoi la pratique? Oui, bien, là, je vous donne mon opinion très personnelle, OK, là-dessus. Je suis allergique à tout comité consultatif qui ne paye pas ses membres. Et c'est pas juste parce que je veux me faire payer pour être sur des comités consultatifs, c'est juste qu'honnêtement, la qualité du service va dépendre souvent. On veut quelqu'un qui est rémunéré pour qu'il sente en bout de ligne une obligation que quand il est assis autour de la table, il n'est pas juste là pour venir manger une sandwich, prendre un café. Il y a une obligation de livrer. Puis à partir du moment que vous le payez, un comité consultatif, ce n'est pas un engagement à long terme. S'il ne livre pas, bien, ultimement, vous faites juste dire on ne prend plus pour la suite des choses. Fait que ça crée un incitatif à performer, honnêtement.
Le point, par exemple, qui est à éviter à tout prix, et ça qui est un fléau incroyable, c'est les rémunérations variables. Il y a des gens qui sont très, très bons actuellement dans le marché pour dire, ah ben moi, je vais te faire une rémunération, mais tu vas me donner tel pourcentage de ton bénéfice, ou tu sais, tel pourcentage de tes ventes, ou même un pourcentage de la valeur du capital action. Embarquez pas là-dedans. Le principe du comité consultatif, vous voulez lui donner une paye qui est quand même assez, pas une paye là, qui est démesurée, mais assez substantielle pour qu'il se sente une obligation de performer. Et en contrepartie, vous voulez que ce soit une paye fixe qui n'est pas liée aux résultats de l'entreprise, parce qu'à partir de là, vous perdez son indépendance. Vous ne voulez pas qu'il se mette à vous recommander des choses qui vont être bon pour sa poche personnellement. Vous voulez qu'il vous dise les vraies affaires, puis que lui, sa rémunération, c'est la paye que vous lui donnez. Puis vous voulez vraiment éviter là, cette espèce d'indépendance-là par rapport à la performance de l'entreprise. Super. Puis on a Isabelle, là, je regroupe les deux questions. Elle demande où on peut magasiner notre CPA, puis est-ce qu'il y a des subventions liées à ces services? Est-ce qu'on peut magasiner notre CPA? Je vous dirais, va arriver bientôt au niveau de l'ordre. Je sais là, qu'il y a des discussions pour qu'il y ait un catalogue qui soit partagé, là, qui devrait arriver très bientôt. Donc, je pense que ça va être un très, très grand facilitant parce que l'ordre est très au courant que les gens disent comment je fais pour trouver mon CPA. Maintenant, en contrepartie, je vous dirais, la meilleure façon de trouver des CPA, là, c'est par bouche-à-oreille auprès d'entrepreneurs. Je pense que c'est une bonne manière de faire un certain scouting. Parlez à d'autres entrepreneurs que vous connaissez, demandez-leur c'est quoi la relation qu'ils ont avec leur comptable. Puis assez rapidement, dans des régions, c'est ça qui est la beauté de la chose. Hein, on n'a pas, si on prend la Mauricie, exemple d'où je viens, il n'y en a pas 1000 cabinets comptables. Là. Donc, assez rapidement, on est capable d'avoir une bonne idée de qui est dans l'écosystème. Puis à partir de là, posez des questions sur c'est quoi la relation. Puis je vous dirais, un autre élément qui est important, là, perdez jamais de vue, la compétence prime sur les apparences. Okay? Ça, c'est un principe très important. Là. Méfiez-vous de tous ceux qui vont vous dire, moi, mon CPA, c'est merveilleux, il me donne des billets pour aller au hockey, puis il m'invite au golf, puis on va souper régulièrement ensemble. C'est bien beau tout ça, là, mais ce que vous voulez, c'est de la compétence. Là. Vous ne voulez pas quelqu'un qui est expert à vous jouer du violon. Là, ça, n'importe qui est capable de le faire, mais ça n'aidera pas votre entreprise. Vous allez vous sentir mieux, mais croyez-moi, là, comme entrepreneur, vous préférez avoir une dure vérité qu'un doux mensonge. Pour les subventions, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je vais demander à mes collègues de l'ordre, honnêtement, s'il y en a. Je crois que pour certains services de formation, je crois, là, si vous avez un service de formation qui est donné par votre cabinet, il y a certains services qui peuvent être couverts, mais je n'ai pas la réponse précise. Donc, je vais essayer de vous trouver une solution. Excellent. Daniel, on pourrait prendre une dernière question. Après ça, on pourra peut-être y aller en mode live. Là. On dit, c'est Florence qui demande, au-delà de notre propre réseau de contacts, comment faire pour trouver des partenaires? Y a-t-il des organismes qui peuvent nous aider dans cette démarche? Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs. Et pour vrai, là, puis je ne le dis pas, encore là, je ne suis pas payé par Femmes et Sœurs pour vous dire ça, mais pour vrai, là, Femmes et Sœurs, là, croyez-moi, là, c'est un réseau, là, c'est un bijou qu'on a là, dans notre écosystème d'affaires au Québec. Et profitez-en. Là, croyez-moi, vous avez la chance d'avoir un organisme qui est là pour vous supporter dans votre développement d'affaires et votre développement professionnel. Et plus que ça, qui a un réseau de contacts qui est très large en ce sens-là pour vous aider dans vos démarches. Je suis convaincu que vous pouvez appeler n'importe qui, dans n'importe quel groupement de femmes et sœurs, poser une question. Le pire qui va arriver, vous ne parlerez peut-être pas à la bonne personne au début pour trouver la réponse, mais pour connaître l'engagement de femmes et sœurs envers les femmes entrepreneurs au Québec, je peux vous garantir, même si je suis à l'aise de le dire, je vous garantis qu'ils vont trouver quelqu'un qui peut vous aider. Je vous garantis. Ils sont dévoués et ils sont là pour vous supporter. Je vous le dis, là, profitez-en de Femmes et Sœurs. Puis s'il y en a d'autres organismes, ils vont vous le dire eux autres mêmes, mais passez par eux autres. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup. Il est maintenant 10 heures. Je crois qu'on va arrêter l'enregistrement, mais comme je disais, on va pouvoir poursuivre ensemble. Avant de quitter là, pour l'enregistrement, je voulais dire, en fait, je voulais vous remercier pour votre présence à toutes et tous les participants. Là, j'imagine qu'il y en a qui vont quitter. J'aimerais aussi à nouveau remercier l'Ordre des CPA pour la présentation de ce webinaire, puis aussi à vous, M. Valois, pour le partage de tout ce contenu-là. Là, pour vrai, j'ai trouvé que vous aviez très bien vulgarisé la matière. C'était concret, puis tous les exemples étaient vraiment pertinents. Là, j'ai vraiment aimé ça.
Merci. Vous allez avoir accès à la présentation via un courriel qui va vous être envoyé avec un sondage. Je voulais vous dire aussi qu'il y a encore de la place pour notre deuxième webinaire le 15 février prochain. Ça porte sur les 20 erreurs courantes en comptabilité. Fait que ça risque d'être fort pertinent. Fait que vous pouvez consulter notre page Facebook ou site Internet, là, tout est là. Puis pour ceux qui quittent, là, je vous souhaite une excellente journée.